Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là avec vous. On va passer un moment, parler de les sujets, les monitorings à envisager pour 2020. Je suis Ayman Loukil, consultant SEO international. Ça fait presque 16 ans que je travaille dans le web, d'une manière générale. Ex-développeur. J'aide les entreprises et les marques à devenir plus visibles et atteindre leurs objectifs online. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est web perf, technique, technical SEO, semantic web, mais pas que. Vous pouvez me suivre sur Loukil Ayman sur Twitter ou sur mon site ayman-loukil.com. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Cortex et Minus. Dis Cortex, c'est quoi ton plan pour 2020 en SEO? Eh bien, comme chaque année, c'est envahir, occuper les SERP, les pages de résultats de Google. Et du coup, Cortex, il est parti un peu dans des tentatives de résoudre une équation complexe entre ce qu'il a envie de faire en SEO, ce qu'ils n'ont pas pu finir l'année dernière, ce que la direction veut faire, ce que les développeurs ont envie de faire comme techno, et puis un peu à suivre ce que les concurrents font, et ce que aussi les actualités en SEO, les tips, les conférences. Et d'un coup, Cortex, il est un peu perdu en fait. Il y a plein de sujets, il ne sait pas quoi prioriser, et c'est un peu frustrant. Et on est presque à 10% de 2020. Cortex n'a pas encore mis en place une roadmap SEO et le temps passe vite. Sans oublier le contexte un peu Google comme acteur numéro 1 du search, avec l'augmentation du zéro clic, c'est les résultats sans clic, c'est-à-dire des résultats que Google affiche la réponse directement sur la SERP, ce qui donne moins de trafic organique. Et donc ça rajoute un peu, c'est une autre couche, c'est une autre complexité à gérer en tant que SEO aujourd'hui. Et bien ça fait déprimer Cortex. Un lundi soir, 19h12, il rentrait à sa maison, il conduisait. Il pensait à toutes ces problématiques-là, il n'arrive pas en fait. C'est assez dur aujourd'hui de tenir un cap, d'avoir clair sur les priorités. Et puis, le SEO est devenu technique. Il est devenu tellement technique que chaque jour, on a des nouveautés, on a une nouvelle complexité des choses. Eh bien, il déprime et il appelle son ami Minus. Là, c'est un peu l'inverse. Ce qui est fou, il devient génie un peu. Il va essayer d'aider son pote. Et ce qui est intelligent, il est un peu perdu. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se sentir un peu dans la position de Cortex un jour? Levez le bras. Oui. De toute façon, on a tous eu ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire en fait. Et qu'est-ce qui aura le plus d'impact en SEO? Tout ça, il faut chercher les réponses. Eh bien, Minus, il va l'aider. Il va essayer au moins de lui donner sa vision. On est d'accord, c'est subjectif, mais il va quand même essayer de l'aider en lui partageant sa vision du SEO en 2020 et après 2020. Mais il va aussi essayer de l'aider pour savoir prioriser. Le mot prioriser, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de projets. Ça fait même parfois faire échec à plusieurs projets qu'on voit malheureusement. Donc savoir prioriser, c'est très important. Mais savoir identifier les sujets les plus importants, c'est important aussi. Et donc, il lui dit, écoute-moi Cortex, je vais te partager ce que moi je pense du SEO en 2020. Première chose, Mobile First Indexing. Est-ce que
ton site est prêt. Surtout que récemment, il n'y a même pas 12 jours, Google a mis à jour ses guidelines, ses best practices pour le Mobile First Index. Google dit ça, c'est des best practices pour les développeurs, mais attention, ce n'est pas que pour les développeurs, c'est pour tout le monde. Et donc, le Mobile First Index, première exigence, c'est d'envoyer des signaux cohérents à Google. Et il lui dit, Cortex, je me rappelle que tu m'en avais parlé de l'UX designer qui, sur mobile, il a préconisé d'enlever le breadcrumb, le fil d'Ariane, et de réduire un peu le contenu, parce que sur mobile, il faut faire light, sauf que ce n'est pas bon pour le SEO. Google, maintenant, il exige que le contenu soit ISO, identique, desktop et mobile. Le contenu qui sera pris en compte en indexation et en search, c'est le mobile. C'est ce que vous affichez sur les terminaux, sur la version web mobile de votre site. D'accord? Et donc, c'est Minus, il a essayé de faire une checklist pour aider son ami. Et il lui a parlé de crawlabilité. Est-ce que tes ressources sur ton site mobile sont accessibles par les bots de Google? Est-ce qu'elles sont indexables? Et je me rappelle que tu m'as parlé, sur la version mobile de ton site, il y avait des accordéons. Et il y avait aussi des galeries photos sur lesquelles il fallait cliquer pour que l'image se rajoute dans le code source. Et Google ne clique pas. Google suit des liens hypertextes. Google lit le code source. Et s'il ne trouve pas les images de ton produit, bon courage pour tout ce qui est visual search. Desktop, mobile, tout est ISO. Meta title, description, H1, robots.txt, il doit être ISO, surtout pour les sites, vous savez, les sites à l'ancienne, maintenant, M. Google ne recommande plus ça. Donc si vous êtes en M. sur mobile et sur desktop, vous êtes sur www.votrebrand.com, il est vraiment temps de changer. Ça, c'est une priorité pour 2020, le Mobile First Indexing. Donc on a dit contenu ISO. Ça, c'est cool, ça. Les interstitiels envahissants. Ça, il faut faire attention. C'est ça que Google voit. Maintenant, Google, il est sur mobile. C'est comme ça, il a fait le choix. Il est leader. Et nous, on n'a qu'à s'adapter à ça et suivre. Donc, si vous faites des pubs partout, interstitiels, modales, et oui, même la modale du RGPD, j'ai vu des pépites. Full screen. Full screen pour dire accepter. Donc, faites vraiment attention avec ça. Et puis, la vidéo, j'ai vu des patterns. Tous les jours, je vois des patterns un peu bizarres. C'est de mettre la vidéo tout en bas, sur mobile. Sur desktop, elle est dans le head, sur la landing. Sur mobile, on va la cacher. Et bien, Google, il va juger l'importance, la pertinence de cette vidéo-là par rapport à son emplacement sur la page. Donc, si vous allez la mettre tout en bas, Google va comprendre que c'est accessoire pour la page et ce n'est pas le sujet principal de la page. D'accord? Et puis, il met en place d'autres exigences techniques pour les sites qui sont toujours sur le pattern sous domaine M. et pas en responsive design. Donc là-dessus, on y trouve pas mal d'exigences supplémentaires. Mais je recommande vivement de faire ce chantier. Si vous êtes en M. c'est le moment de le faire. Et ça risque de faire très très mal à votre SEO. Oui, beaucoup d'exigences, ça veut dire pérenniser les optimisations, mais aussi pérenniser l'implémentation. Et il faut vraiment mettre en place des alertes de monitoring. Est-ce que la canonical sur mobile a changé? Il y a plein de cas où il y a beaucoup d'incohérences. Sur desktop, on a une canonical, sur mobile en autre. Le robots.txt sur mobile, 404. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Content King, il permet de le faire facile à utiliser. Ça vous envoie un mail, un SMS, si par exemple il voit une incohérence. Évidemment, c'est personnalisable. Alors,
Cortex, deuxième sujet qui est très stratégique, c'est la performance web, ce qu'on appelle, par abus de langage, le temps de chargement. Et il lui dit, c'est pas normal que vous avez 25 sur 100 en Note Lighthouse. Vous connaissez l'outil Lighthouse de Google? C'est un outil open source que Google a créé pour mesurer principalement la web performance, mais pas que. Et ça te donne un score sur 100 sur une estimation de la performance de vos pages. Et Cortez, il dit, oui, mais la perf, c'est compliqué. Il y a tellement de KPI, il y a tellement d'outils qu'on est perdu. Finalement, c'est un sujet très technique. C'est une expertise, disons, un peu rare sur le marché. Mais Minus, il pense que c'est plutôt un sujet organisationnel. C'est plutôt comment on s'organise dans notre entreprise pour faire les choses rapidement et ne pas développer rapidement un site qui ne sert à rien, qui est lent. D'accord? Donc c'est des réflexes. C'est Pôle Contenu qui va avoir comme exigence de compresser les images avec un seuil défini. C'est le pôle juridique qui va être conscient des risques de rajouter des scripts third party, data compliance. C'est aussi les développeurs qui ils doivent être sensibilisés sur ces problématiques-là, mais aussi le pôle brand qui, pour une raison de branding, il a ajouté 16 polices dans la page. Donc voilà, c'est un sujet qui doit être adopté par tout le monde. Et pour ça, il faut en fait mettre en place une culture de performance. Une culture de performance, c'est justement ça, c'est la sensibilisation via des études de cas ou se faire accompagner par un consultant spécialisé en matière ou consulter le site wpostats.com qui donne des études de cas très intéressantes sur la web perf, mais aussi aller en conférence, voir, se former, lire les recommandations de Google ou autres sur le sujet. Deuxième étape, c'est définir des KPI. Il faut qu'on définisse des KPI pour mesurer ça. Et puis, choisir ses tools. Aujourd'hui, je vois encore des agences web ou des consultants ou des sociétés qui utilisent GTmetrix pour mesurer la perf. C'était un des meilleurs outils. Aujourd'hui, les KPI ont changé. Avant, on s'intéressait trop aux KPI quantitatives. Aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur qui est la plus intéressante à suivre. Et donc, c'est FMP, FCP, TTI, c'est les métriques de user experience qu'il faut suivre. Ensuite, il faut faire des optimisations répétitives et éviter de rentrer dans des tunnels de 6 mois, 1 an et demi à faire un chantier web perf. Un chantier web perf, ça doit faire partie de ton quotidien. C'est pas, la web perf, ce n'est pas un sujet one shot que tu fais et tu passes à autre chose. La web perf, ça fait partie de la qualité. Et d'ailleurs, c'est la fonctionnalité de ton produit. Si ton produit n'est pas performant, il n'y a pas de fonctionnalité. Tu peux avoir les fonctionnalités les plus disruptives au monde. Si c'est lent, ça ne sert à rien. Alors, il y a des outils de mesure synthétique. Ça veut dire des outils qu'on utilise pour débugger, développer, valider, auditer. C'est chez nous, c'est dans l'équipe. Je vous préconise Google Lighthouse et suivre ça sur le rapport de Search Console. C'est le rapport c'est rapport de vitesse, speed, sur la Search Console, qui permet en quelque sorte de valider ou invalider ce qu'on a obtenu en laboratoire. Donc, on développe, on fait des optimisations, on va les tester, recéter avec Google Lighthouse. Ensuite, on va livrer le code. Donc, ça va être live sur le site. Donc, tout l'enjeu, c'est de valider ça avec les données que Google Chrome collecte. Et donc, on va voir, est-ce que ce qu'on a fait comme optimisation, est-ce que ça a payé des fruits sur des vraies populations de nos utilisateurs? Minus croit que la troisième priorité en 2020, c'est le Visual Search. Maintenant, les images, ça envahit les SERP.
C'est très difficile de trouver une page de résultats de Google sans image. Il nous propose ça. Google, il est capable de dire que derrière cette image-là, il y a un produit, balisé avec schéma. Il est capable de faire des recherches par image, mais aussi des zones dans l'image. Donc, je veux trouver des canapés qui ressemblent à celui-ci, sur la photo. Il est aussi capable de proposer des segmentations par couleur, par type, etc. Et ça, c'est très intéressant. Si vous décrivez bien vos images, si vous choisissez bien les formats, les résolutions, si vous les balisez bien, ça, c'est une opportunité à ne pas rater en 2020 et les années qui suivent. Le Visual Search, c'est le 3e pilier qui a été annoncé pendant l'anniversaire, le 20e anniversaire de Google, il y a 1 an ou 2. Alors, pour y arriver, pareil, donc Minus, il a mis en place une checklist. Première exigence, c'est vos fichiers images doivent avoir des URL qui restent dans le temps. C'est des URL pérennes. On voit des CDN qui font la construction d'URL à la volée. Donc Google, il ne va pas pouvoir historiser, crawler, prendre connaissance de ces images. Donc URL qui ne changent pas dans le temps. Crawlable et indexable. Ça, c'est très, très, très important. Il faut éviter les formats un peu expérimentaux. Donc, principalement, Google, il affiche du JPEG, du PNG sur sa SERP. Il nous exige des images de haute résolution, minimum 50 000 pixels. Donc, si vous multipliez la largeur fois la hauteur, il faut obtenir au moins 50 000. Donc, les petites images thumbnail, etc., ils n'auront pas de chance sur la SERP. Et puis, si on veut aller vraiment dans l'optimisation, respecter les ratios d'images, donc 16 neuvième, 4:3 et 1:1. OK ? Pas de stock photo, hein. Les photos business, directeur derrière ordinateur, etc. Il faut donner des images originales à Google pour qu'elles sortent et qu'elles aient une pertinence en search. Donc pas de stock photo dans vos landings. Évidemment, toutes les basiques de l'image SEO, hein, alt, caption s'il y a besoin. Le nom du fichier, évitez les IMG 16, 8, 9, 13. Google, il est fort, mais il faut l'aider aussi. Donc si vous nommez toutes vos photos, toutes vos images produites comme ça, il va faire plus d'efforts à deviner. Hein. Et puis, il ne faut pas passer à côté des données structurées. Donc, quand vous avez des images, schema, image object, vous donnez l'URL vers l'image, vous décrivez ce que ça raconte, cette image-là. Vous précisez les images dans vos fiches produits avec données structurées. Et si vous faites de la vidéo, eh ben, vous savez que le thumbnail, l'image vignette de la vidéo, on peut aussi l'optimiser et aider Google à la prendre en compte et à la ressortir dans les SERP. D'ailleurs, on en voit de plus en plus. Quand vous faites une recherche sur Google Images, vous allez voir des vignettes de vidéos YouTube. Ce qui est voilà, logique. Alors, dernier point d'exigence, c'est les performances. Donc, déjà, première chose, décider et définir les résolutions et les tailles. Desktop, tablette, pour ceux qui... Voilà, mobile. Un seuil de compression. Je vous préconise pour les JPEG, MOS JPEG 75%. Après, il faut voir aussi les exigences de point de vue visuel, esthétique et tout ça. Mais généralement, c'est bien. Mettre en place l'OEP, ça aide. Pour tout ce qui est navigateur Chrome, on est d'accord que la majorité de vos internautes ils sont sur Chrome, non? Donc Chrome supporte l'OEP. L'OEP, il offre des tailles de fichiers beaucoup moins lourdes. Et puis, le native lazy loading. Maintenant, Google Chrome, il suffit de rajouter l'attribut loading de .lazy. Il va différer le chargement des images qui ne sont pas dans le viewport ou ce qu'on appelle la zone d'affichage de l'écran. D'accord? Donc voilà.
toujours, Cortex, il reste un peu dubitatif, mais il écoute avec beaucoup d'intérêt ce que Minus lui propose, donc en priorité. Oui, Google, il est fort. Avec le Google Cloud Vision, vous envoyez une image, et c'est ouf. Il sait que là, il y a une montgolfière, et il sait qu'on parle de sport, de Sky Sports, etc., etc. Là, il sait qu'il y a deux objets deux entités sur l'image. Donc, il y a une personne et une robe. Ça, c'est puissant. Mais ça ne va pas nous épargner de bien décrire les choses sur nos pages. Balises, nom de fichier, alt, etc., etc. La deuxième partie très stratégique et très importante, c'est les vidéos. Maintenant, vous faites des recherches de questions de comment faire, de comment installer, comment remplacer un pneu, comment apprendre à jouer quelque chose, etc. Vous allez presque tout le temps avoir des vidéos. Ça envahit les SERP. Les images, les vidéos, c'est un constat très fort. Et puis, on voit aussi les vidéos sur les autres canaux, comme Discover, Google Discover. Maintenant, dans n'importe quel wall, on va dire, dans n'importe quel fil d'actualité de Google Discover, il y a au moins 2 vidéos. Donc ça aussi, c'est une opportunité à saisir. Et pour y arriver, pareil, presque les mêmes règles. C'est être crawlable, indexable. On aide Google avec une couche de données structurées qui va l'aider à mieux découvrir les vidéos. Et puis, surtout, mettez la vidéo dans l'emplacement le plus pertinent par rapport au contenu textuel. Si vous faites un article technique ou un tutoriel, on va dire, eh ben, la vidéo elle doit être bien placée au bon moment. Il faut qu'elle soit utile. Et voilà, ce n'est pas une vidéo juste pour faire joli et contenu riche, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment une vidéo qui rentre dans le scope, dans le contexte de la page. Il y a un nouveau format très intéressant sur tout ce qui est événements sportifs, mais pas que, pour les influenceurs également. C'est le Broadcast Event. Maintenant, il y a possibilité, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, oui. Donc là, c'est des lives. Et pour les sites médias, les sites qui ont des événements un peu en live, etc., ça c'est très important de sortir s'il y a un match, s'il y a un événement de gaming. C'est très intéressant de saisir cette opportunité et de dire à Google « Hey Google, j'ai un truc live, est-ce que ça t'intéresse de l'afficher sur ta SERP ?» Cortex écoute. Okay. Donc Minus, il lui donne quelques priorités selon lui. Et là, on arrive à quelque chose qui n'est pas trend. En fait, ça, c'est pas nouveau. La langue traîne, les questions, si un peu quand même, mais voilà. Et donc là-dessus, c'est 3 choses. Google, il a dit que chaque jour, on a à peu près 15% de nouvelles requêtes qu'il n'a jamais rencontrées. Chaque jour, 15% de nouvelles requêtes. Et du coup, comment faire? Comment trouver ces 15%? C'est ça la question. Eh bien, avec votre outil favori de recherche de mots-clés, par exemple sur Ahref, Keyword Explorer, vous mettez le mot-clé. Là, j'ai mis Tesla, c'était en décembre. Et j'ai cliqué sur Newly Discovered, mot-clé récemment découvert. Et là, le tool me propose Cybertruck Tesla. Ça fit pile poil avec la période de l'annonce de ce nouvel engin. Donc ça, il faut saisir l'opportunité. C'est des mots-clés sur lesquels il y a de l'actu, c'est sûr, mais il y a peut-être une opportunité à saisir là-dessus. Langue train, donc là, mettre un filtre entre 2 et 6 mots. Vous pouvez affiner selon vos besoins. Et là, il suffit de mettre le mot-clé et prendre un peu les différentes variantes qui contiennent le mot Tesla et qui constituent en quelque sorte la langue train ou la moyenne train, qui va être plus facile à aborder sur la SERP et plus spécifique dans la réponse à l'intention de recherche. Hop. Et les questions,
pareil, il y a un onglet pour ça. Maintenant, il y a plusieurs tools qui font ça. Il y a SEMrush, il y a d'autres tools qui permettent de scraper les questions. Mais aussi, on peut les récupérer à partir de la SERP. Donc là, j'ai fait une recherche sur la douche italienne et on a le People Also Ask, ou en français, autres questions posées. Ça, c'est très important pour faire sa recherche de mots-clés et ses idées de sujets. Il y a un nouveau tool qui a été créé récemment, il est en alpha, hein, qui permet de scraper ça. Vous mettez la requête, il a des atouts, il a des points de faiblesse, mais il permet quand même de scraper ces questions-là pour faire une étude de recherche de mots-clés ou structuration d'architecture, voilà. Donc ça peut être intéressant. Oui, mais le zéro clic, qu'est-ce qu'on en fait? Google ne cesse pas de réduire ce qu'il nous donne comme trafic. Il fait les météos, il fait les résultats sportifs. Hein. C'est déprimant en fait. Quand il y a un leader qui est dominant, et on voit le trafic organique qui cesse, etc. Donc là, oui, c'est compliqué comme question. Et donc Minus, il pense qu'il y a 3 choses intéressantes à saisir pour répondre à ça. Il y a les SERP features, c'est les formats un peu enrichis qu'on voit sur la SERP. Il y a schema.org ou schéma.org qui permet de structurer les données et d'aider Google à mieux comprendre nos contenus. Et du coup, il va nous donner plus de, enfin pas plus de poids, mais plus d'affichage qui est incitant au clic. Et puis, il y a un nouveau canal qui est très intéressant, c'est Google Discover. C'est plus que 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est N fois l'audience sur Amazon. C'est énorme. Et puis, c'est gratuit, mais il faut réussir à y apparaître. Et donc, pour tout ce qui est schéma, un starting point, c'est d'aller dans la galerie des données structurées de Google. Il y a un petit filtre qu'ils ont rajouté récemment, il est très utile. Vous choisissez le type de votre site, si c'est un site marchand, si c'est un site média, divertissement, etc. Et ben, le tableau il va s'auto-filtrer, il va vous donner les types qui sont opportuns pour vous et pour vos typologies de contenu. D'accord ? Donc après, il y a des petits tutos, des exemples à suivre pour mettre en place ces données structurées. Il y a aussi les featured snippets. Un large débat en ce moment. Google, il teste des choses, il enlève les featured snippets, etc. Moi, je pense que c'est toujours intéressant, même si parfois, sur certaines niches, sur certaines thématiques, on risque d'avoir moins de clics. Mais il y a un espace à prendre sur la SERP, autant le prendre. Donc moi, je fais partie de ceux qui préfèrent occuper de l'espace sur la SERP quand c'est possible. Et c'est pas grave. Ça se trouve, vous avez apporté une réponse utile de service client et vous avez donné la réponse avec le featured snippet. Et c'est bien, c'est bien. Ça ne vous fera pas une visite, mais c'est bien. Alors, comment trouver des opportunités de featured snippet? Pareil, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Vous pouvez filtrer sur la SERP Features Featured Snippet et le tool, il va vous donner les mots-clés qui sortent une featured snippet. Donc ça, après, à voir, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Est-ce que vous comptez créer un contenu qui répond à cette problématique ou pas? Voilà. Et puis, vous pouvez faire l'inverse, c'est de prendre un concurrent et voir sur quels mots-clés ils ont pu obtenir un featured snippet. Donc là, j'ai pris ces discounts. Voilà. Donc là, featured snippet, toutes ces requêtes-là, il y en a presque 500 000 qui font sortir un featured snippet. Donc si vous êtes sur les mêmes thématiques, voilà, c'est peut-être des choses à apprendre. Et Google Discover, c'est très lunatique. Il y a des gens qui chopent beaucoup de trafic sur Discover, on ne sait pas pourquoi, etc. Bon, Discover, c'est pas le ciblage des mots-clés, c'est plutôt un ciblage des centres d'intérêt ou des sujets ou des entités. D'accord ? Rand Fishkin, fondateur de Moz, et maintenant il vient de lancer son outil SparkToro.
ça permet de faire une analyse de marché et une analyse d'audience. À mon sens, ça peut vraiment aider à cibler Google Discover. Donc là, son outil, en fait, je l'ai testé en bêta, pouvait dire « Donnez-moi les personnes qui utilisent ce mot dans leur bio de social accounts », que ce soit sur Twitter, Instagram, LinkedIn, bon voilà. Et donc là, tu as ces gens-là, tu as des comptes, et puis tu peux voir, ces gens-là, ils s'intéressent à quoi? À quelle entité? Par exemple, tu vas être surpris peut-être, mais les architectes, ils ont fait une étude, les architectes, ils aiment la marque Samsung, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Et donc, si votre cible, c'est les architectes, peut-être trouver un moyen, une idée de contenu qui cible les deux, et essayer de sortir sur Discover. Par exemple, les applications de 3D sur Samsung, Android, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est un outil à explorer. Il va sortir en public dans quelques jours. Il y a un deuxième outil, c'est Exploding Topics, qui a été créé par Backlinko. Ce tool-là, en fait, il va nous donner des sujets qui risquent de devenir trendy. C'est des sujets qui ont plutôt une tendance qui va exploser. Donc, c'est d'où le mot exploding. Et en fait, le sujet, c'est de surfer sur cette vague de tendances pour sortir un peu sur l'axe actu de Google Discover. Du coup, si on fait le récap, il y a 5 priorités pour 2020. Mobile First Indexing, la perf, le search visuel, images et vidéos, les mots-clés, nouveaux, questions, langue traîne, et occuper plus d'espace sur les SERP, que ce soit via Discover, les SERP features, etc. OK, mais comment faire? Comment avancer? Il y a peut-être besoin de prioriser. Et donc, Minus, il donne quand même 5 conseils. D'abord, il faut mesurer pour savoir ce qu'on améliore. Donc, mettre en place des KPI, des outils pour mesurer. Prioriser les pages les plus importantes qui drivent le plus de chiffres ou de trafic selon vos KPI voilà. Les pages qui impactent le business, c'est ça qu'il faut prioriser. Et ne pas, allez, on va s'amuser, schema.org partout sur le site. Ou prendre schema sur les pages les plus importantes, par exemple. Vous voyez ? Et puis, évidemment, couvrir les bases. Le search d'images, vidéo, tout ce qui est en SEO, il y a une grosse partie de basics à couvrir avant d'aller chercher à impressionner et faire des choses un peu waouh. Les basics, c'est très important. Répéter des petites victoires, donc ne jamais se laisser rentrer dans un tunnel sans fin. Donc plutôt segmenter, splitter vos chantiers SEO, et puis saisir les opportunités. Et bien là-dessus, on va avoir besoin d'un framework de priorisation. Je vous recommande ce livre-là de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. En fait, c'est un framework simple. C'est 4 cadrans. Il dit, essayez de classer les choses urgentes et importantes, là. Pas urgent et important. Et urgent et pas important. Et puis, ni urgent ni important. Commencez par le cadran gauche en haut. Donc, tout ce qui est urgent et important. Mais il ne faut pas oublier le reste. Donc, souvent, ce qui n'est pas urgent et important, ce n'est pas à négliger. Donc, commencez par la partie gauche haute, mais essayez de trouver le temps, de trouver la deuxième partie. OK, donc dernière question, Cortex. Cortex commence à être convaincu et il veut savoir comment suivre ses actions parce que, vous savez, la direction, elle nous demande des KPI et elle veut savoir est-ce qu'on avance vraiment, investisseurs, tout ça. Hein. Et donc, Minus, il a essayé de catégoriser les KPI SEO en 4 familles. Donc, health, la santé du site, la santé technique de la plateforme. Moi, j'y mets tout ce qui est basique du SEO, la performance web, l'indexation, mobile first index, la fréquence de crawl,
Est-ce que Google apprécie techniquement notre site, etc. Et donc, au-dessous de chaque famille de KPI, j'ai mis des tools que vous pouvez utiliser. Hein. Et puis, notre site, il est de bonne santé. Maintenant, on va devenir un peu visible. En visibilité, vous pouvez, par exemple, évidemment, chaque business a ses particularités. C'est un peu une topo des métriques et des KPI les plus utilisés en SEO, mais ce n'est pas, voilà, pas exclusif. Donc, en visibilité, on peut suivre le trafic organique, hein, déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur notre site via Google ou via le search? Le positionnement, des keywords par rapport à la concurrence, qu'est-ce qu'on a occupé comme mots-clés? Et puis, l'espace occupé par les SERP features sur la SERP. Donc ça, c'est très important. Par exemple, tout ça, vous pouvez les suivre avec Analytics, combiné avec Search Console, Ahref ou votre outil de mots-clés. Et puis, on va passer à la troisième famille, c'est l'engagement. C'est bien de faire venir les gens sur le site, mais est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils entreprennent des actions? Et donc là-dessus, évidemment, c'est la conversion. Ça dépend de vos objectifs. Chacun, il définit pour son business des objectifs différents. Ça peut être le chiffre d'affaires. Hein. Et puis, le temps passé, le CTR, le bounce rate du SEO, du canal SEO, et le nombre de pages par session. Ça, c'est très important à suivre, surtout sur les pages les plus importantes du business, sans oublier la longue traîne, des pages qui, par coïncidence ou par passif, ils n'ont pas eu leur chance. Donc voilà, il faut suivre par catégorie de pages. Et puis, la popularité. Alors, oui, c'est du netlinking. C'est peut-être le nombre, la qualité des domaines qui nous font au moins un lien, l'évolution dans le temps. Mais est-ce que vous trouvez logique qu'un site a une courbe croissante de liens, de backlinks, alors que leur volume de recherche de marque est flat? Est-ce que c'est une vraie popularité du coup? Voilà, donc il faut vraiment suivre ça aussi. Ça, c'est très important à développer, le brand SEO. Ça permet de sécuriser face à la baisse de la part de trafic organique. Et puis, les visites directes, c'est aussi un KPI de popularité. Si vous êtes connu, les gens ne vont pas aller sur Google pour taper Amazon. Ils vont chercher Amazon directement, accéder à Amazon directement. Ouais, Cortex, 9 mois plus tard, il présente ses réussites face à son équipe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?